Chapitre 5. Au fait. Étant donné les chocs physiques consécutifs à mon premier entretien avec le professeur Challenger et les chocs mentaux que je subis au cours du second, j'étais plutôt démoralisé, en tant que journaliste naturellement, quand je me retrouvais dans Edmore Park. J'avais mal à la tête, mais cette tête-là abritait une idée. Dans l'histoire de cet homme, il y avait du vrai à conséquences formidables. Du vrai qui fournirait de la copie sensationnelle pour la Gazette quand je serais autorisé à m'en servir. Au bout de la rue, un taxi attendait. Je sautai dedans et me fis conduire au journal. Comme d'habitude, McArdle était à son poste. « Alors » s'écria-t-il très impatient. « Comment est-ce que ça se présente ? M'est avis, jeune homme, que vous avez été à la guerre. Vous aurait-il boxé ? » Au début, nous avions eu un petit différend. « Quel homme ? Qu'avez-vous fait ? » Eh bien, il est devenu plus raisonnable, et nous avons causé. Mais je n'ai rien tiré de lui. Enfin, rien qui soit publiable. « Je n'en suis pas aussi sûr que vous. Il vous a mis un œil au beurre noir. Et ce fait divers mérite déjà d'être publié. Nous ne pouvons pas accepter ce règne de la terreur, monsieur Malone. Il faut ramener notre homme à ses justes proportions. Demain, je vais m'occuper de lui dans un petit éditorial. Donnez-moi simplement quelques indications et je le marquerai au fer rouge pour le restant de ses jours. Le professeur Munchausen, pas mal pour un gros titre, non ? Sir John Mandeville, ressuscité, Cagliostro, tous les imposteurs et les tyrans de l'histoire, je révélerai le fraudeur qu'il est. À votre place, je ne le ferai pas, monsieur. Et pourquoi donc ? Parce qu'il n'est pas du tout le fraudeur que vous supposez. Quoi ? Rugit McArdle. Vous n'allez pas me dire que vous croyez à ces histoires de mammouths, de mastodontes et de grands serpents volants. Je ne vous le dirai pas parce que je n'en sais rien. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il émette des théories sur des points précis. Mais ce que je crois, c'est qu'il a découvert quelque chose de neuf. Alors mon vieux, écrivez-le, pour l'amour de Dieu. Je ne demanderai pas mieux. Mais tout ce que j'ai appris, il me l'a dit sous le sceau du secret, à condition que je ne publie rien. En quelques phrases, je résumai le récit du professeur. McArdle semblait terriblement incrédule. « Bon, dit-il enfin. À propos de cette réunion scientifique de ce soir, vous n'êtes pas tenu au secret, n'est-ce pas ? Je ne pense pas que d'autres journaux s'y intéressent, car Waldron ne fera que répéter ce qu'il a déclaré maintes fois, et nul ne sait que Challenger viendra et parlera. Avec un peu de chance, nous pouvons avoir une belle exclusivité. De toute façon, vous y serez et vous nous rapporterez un compte-rendu. Je vous réserverai de la place pour minuit. » J'eus une journée fort occupée. Je dînai de bonne heure au Club des Sauvages avec Tarp Henry, à qui je racontai une partie de mes aventures. Il m'écouta avec un sourire indulgent et sceptique, jusqu'au moment où il éclata de rire quand je lui avouai que le professeur m'avait convaincu. Mon cher ami, dans la vie réelle, les choses ne se passent pas ainsi. Les gens ne tombent pas sur des découvertes sensationnelles pour égarer après coup leurs preuves. Laissez cela aux romanciers. Le type en question est aussi plein de malice qu'une cage de singes au zoo. Tout ça, c'est de la blague. Mais le poète américain, il n'a jamais existé. J'ai vu son album à croquis. C'est l'album à croquis de Challenger. Vous croyez qu'il a dessiné cet animal ? Naturellement, qui d'autre l'aurait fait ? Tout de même, les photographies. Il n'y avait rien sur les photographies. De votre propre aveu, vous n'y avez vu qu'un oiseau. Un ptérodactyle. À ce qu'il dit, il vous a mis un ptérodactyle dans l'idée. Alors, les os. Le premier, il l'a tiré d'un ragoût de mouton. Le second, il l'a rafistolé pour l'occasion. Pour peu que vous soyez intelligent et que vous connaissiez votre affaire, vous pouvez truquer un os aussi aisément qu'une photographie. Je commençais à me sentir mal à l'aise. Après tout, peut-être avais-je donné prématurément mon accord. « Venez-vous à la conférence » demandai-je à brûle-pourpoint à Tarp Henry. Mon compagnon réfléchit. « Ce génial Challenger n'est pas trop populaire » répondit-il. « Des tas de gens ont des comptes à régler avec lui. Il est sans doute l'homme le plus détesté de Londres. Si les étudiants en médecine s'en mêlent, ce sera un chahut infernal. Je n'ai nulle envie de me retrouver dans une fosse aux ours. » Au moins pourriez-vous avoir l'impartialité de l'entendre exposer lui-même son affaire ? Oui, ce serait que juste, en somme. Très bien, je suis votre homme. Quand nous arrivâmes dans le hall, nous fûmes surpris par la foule qui s'y pressait.
Une file de coupés déchargeait sa cargaison de professeurs à barbe blanche. Le flot foncé des humbles piétons qui se précipitaient par la porte ogivale laissait prévoir que la réunion aurait un double succès, populaire autant que scientifique. Dès que nous fûmes installés, il nous apparut que toute une jeunesse s'était emparée du poulailler, et qu'elle débordait jusque dans les derniers rangs du hall. Je regardai derrière nous et je reconnus beaucoup de visages familiers d'étudiants en médecine. Selon toute vraisemblance, les grands hôpitaux avaient délégué chacun une équipe de représentants. La bonne humeur régnait, mais l'espièglerie perçait déjà. Des couplets étaient repris en chœur avec un enthousiasme qui préludait bizarrement à une conférence scientifique. Pour une belle soirée, ce serait sûrement une belle soirée. Par exemple, lorsque le vieux docteur Meldrum, avec son célèbre chapeau d'opéra au bord roulé, apparut sur l'estrade, il fut accueilli par une clameur aussi générale qu'irrespectueuse. « Chapeau! Chapeau !» Le vieux docteur Meldrum se hâta de se découvrir et dissimula son haut de forme sous sa chaise. Quand le professeur Wadley, chancelant sous la goutte, s'avança vers son siège, de toutes parts jaillirent d'affectueuses questions sur l'état de ses pauvres orteils, ce qui ne laissa pas de l'embarrasser. Mais la plus grande démonstration fut réservée cependant à ma nouvelle connaissance, le professeur Challenger, quand il traversa l'assemblée pour prendre place au bout du premier rang sur l'estrade. Dès que sa barbe noire apparut, il fut salué par de tels hurlements de bienvenue que je me demandais si Tarp Henry n'avait pas vu juste, et si cette nombreuse assistance ne s'était pas dérangée parce qu'elle avait appris que le fameux professeur interviendrait dans les débats. À son entrée, il y eut quelques rires de sympathie sur les premiers bancs où s'entassaient des spectateurs bien habillés, comme si la manifestation des étudiants ne leur déplaisait pas. Cette manifestation fut l'occasion en vérité d'un vacarme épouvantable. Imaginez la bacchanale qui s'ébauche dans la cage des grands fauves lorsque se fait entendre dans le lointain le pas du gardien chargé de les nourrir. Peut-être y avait-il dans ce bruit de confuses velléités d'offense. Pourtant, je l'assimilais plutôt à une simple turbulence, à une bruyante réception de quelqu'un qui amusait et intéressait, et non d'un personnage détesté ou méprisé. Challenger sourit avec une lassitude dédaigneuse mais indulgente, comme tout homme poli sourit devant les criailleries d'une portée de chiot. Avec une sage lenteur, il s'assit, bomba le torse, caressa sa barbe et inspecta entre ses paupières mi-closes la foule qui lui faisait face. Le tumulte qui l'avait accueilli ne s'était pas encore apaisé quand le professeur Ronald Murray, qui présidait, et M. Waldron, le conférencier, s'avancèrent sur l'estrade. La séance commençait. Le professeur Murray m'excusera, j'en suis sûr, si j'ose écrire qu'il partage avec beaucoup d'anglais le don de l'inaudibilité. Pourquoi diable des gens qui ont quelque chose de valable à dire ne se soucient-ils pas d'être entendus? Voilà bien l'un des mystères de la vie moderne. Leur méthode oratoire est aussi peu raisonnable que celle qui, pour alimenter un réservoir, s'obstinerait à faire passer de l'eau de source à travers un tuyau bouché, alors qu'un effort minuscule le déboucherait. Le professeur Murray adressa quelques remarques profondes à sa cravate blanche et à sa carafe d'eau, puis se livra à un aparté humoristique et même pétillant avec le chandelier d'argent qui était dressé à sa droite. Après quoi il se rassit, et M. Waldron, notre célèbre conférencier, suscita en se levant un murmure d'approbation générale. C'était un homme au visage maigre et austère, à la voix rude, aux manières agressives. Au moins avait-il le mérite de savoir comment assimiler les idées des autres et les transmettre d'une manière intéressante pour le profane. Il possédait également le don d'être amusant lorsqu'il traitait des sujets aussi rébarbatifs que la précession de l'équinoxe ou la formation d'un vertébré. Il développa devant nous le panorama de la création, tel du moins que la science l'interprète, dans une langue toujours claire et parfois pittoresque. Il nous parla du globe terrestre, une grosse masse de gaz enflammé tournoyant dans les cieux, puis il nous représenta la solidification, le refroidissement, l'apparition des rides qui formèrent les montagnes, la vapeur qui tourna en eau, la lente préparation de la scène sur laquelle allait être joué le drame inexplicable de la vie. Sur l'origine de la vie, il se montra discrètement imprécis.
il se déclara presque certain que les germes de la vie auraient difficilement survécu à la cuisson originelle. Donc elle était survenue ultérieurement. Mais comment ? Avait-elle surgi des éléments inorganiques du globe en cours de refroidissement ? C'était très vraisemblable. Les germes de la vie auraient-ils été apportés du dehors par un météore ? C'était moins vraisemblable. En somme, le sage devait se garder de tout dogmatisme sur ce point. Nous ne pouvions pas, ou du moins pas encore, créer de la vie organique en laboratoire à partir d'éléments inorganiques. L'abîme entre le mort et le vivant n'avait pas encore été franchi par la chimie. Mais il y avait une chimie plus haute et plus subtile, la chimie de la nature, qui travaillait avec de grandes forces sur de longues époques. Pourquoi ne produirait-elle pas des résultats qu'il nous était impossible d'obtenir ? Cela amena le conférencier à dresser un tableau de la vie animale. Au bas de l'échelle, les mollusques et les faibles créatures de la mer. Puis en remontant par les reptiles et les poissons, un rat kangourou femelle, créature qui porte devant elle ses petits, en droite ligne de tous les mammifères et probablement de tous les auditeurs de cette conférence. « Non, non !» protesta un étudiant sceptique dans le dernier rang. Si le jeune gentleman à la cravate rouge qui a crié « non, non » et qui a ainsi vraisemblablement revendiqué d'être éclos d'un œuf avait la bonté de l'attendre après la conférence, le conférencier serait heureux de contempler un tel phénomène. Il y eut des rires. Il était étrange de penser que le plus haut degré de l'antique processus naturel consistait dans la création de ce gentleman à la cravate rouge. Mais est-ce que le processus s'était arrêté ? Est-ce que ce gentleman pouvait être considéré comme le type ultime, l'apogée, la conclusion de l'évolution ? Il espérait qu'il ne froisserait pas les sentiments du gentleman à la cravate rouge s'il soutenait que, quelles que fussent les qualités que pouvait posséder ce gentleman dans sa vie privée, le processus universel ne se trouvait pas entièrement justifié s'il n'aboutissait qu'à cette production. L'évolution n'était pas une force épuisée, mais une force qui travaillait encore et qui tenait en réserve de bien plus grandes réussites. Ayant ainsi joué très joliment, sous les petits rires de l'assistance avec son interrupteur, le conférencier revint à son tableau du passé. L'assèchement des mers, l'émergence des bancs de sable, la vie léthargique et visqueuse qui gisait sur leurs bords, les lagons surpeuplés, la tendance des animaux aquatiques à se réfugier sur les plages de vases, l'abondante nourriture qui les y attendait, et en conséquence, leur immense prolifération et leur développement. « D'où, mesdames et messieurs, s'écria-t-il, cette terrifiante engeance de sauriens qui épouvante encore notre regard quand nous les voyons dans des reproductions approximatives, mais qui ont heureusement disparu de la surface du globe longtemps avant que l'homme y fût apparu. »« C'est à savoir !» gronda une voix sur l'estrade. M. Waldron était doué pour l'humour acide, comme le gentleman à la cravate rouge en avait fait l'expérience, et il était dangereux de l'interrompre. Mais cette interjection lui sembla tellement absurde qu'il en resta pantois. Semblable à l'astronome assailli par un fanatique de la Terre plate, il s'interrompit, puis répéta lentement. « Disparu avant l'apparition de l'homme. »« C'est à savoir !» gronda une nouvelle fois la voix. Waldron, ahuri, passa en revue la rangée de professeurs sur l'estrade jusqu'à ce que ses yeux se posassent sur Challenger. Bien enfoncé sur sa chaise et les yeux clos, il avait une expression heureuse, à croire qu'il souriait en dormant. « Je vois, » fit Waldron, en haussant les épaules. « C'est mon ami le professeur Challenger. » Et parmi les rires, il reprit le fil de sa conférence, comme s'il avait fourni une explication concluante et qu'il n'avait nul besoin d'en dire davantage. Mais l'incident était loin d'être vidé. Quel que fût le chemin où s'engageait le conférencier pour nous ramener aux régions inexplorées du passé, il aboutissait invariablement à la conclusion que la vie préhistorique était éteinte, et non moins invariablement, cette conclusion provoquait aussitôt le même grondement du professeur. L'assistance se mit à anticiper sur l'événement et à rugir de plaisir quand il se produisait. Les travées d'étudiants se piquèrent au jeu. À chaque fois que la barbe de Challenger s'ouvrait avant qu'un son n'en sortît, 100 voix hurlaient «
C'est à savoir. À quoi s'opposaient des voix aussi nombreuses. À l'ordre, c'est une honte. Waldron avait beau être conférencier endurci et homme robuste, il se laissa démonter. Il hésitait, bafouillait, se répétait, s'embarquait dans de longues phrases où il se perdait. Finalement, il se tourna furieux vers le responsable de ses ennuis. « Cela est réellement intolérable, cria-t-il. Je me vois dans l'obligation de vous demander, professeur Challenger, de mettre un terme à ces interruptions grossières qui suent l'ignorance. » Ce fut un beau chahut. Les étudiants étaient ravis de voir les grands dieux de leur Olympe se quereller entre eux. Challenger souleva de sa chaise sa silhouette massive. « Et à mon tour, je me vois dans l'obligation de vous demander, monsieur Waldron, de mettre un terme à des assertions qui ne sont pas strictement conformes aux faits scientifiques. » Ces paroles déchaînèrent une tempête. « C'est honteux, honteux, écoutez-le, sortez-le, jetez-le à bas de l'estrade, soyez beaux joueurs !» Voilà ce qui traduisait l'amusement ou la fureur. Le président, debout, battait des mains et bêlait très excité. « Professeur Challenger, des idées personnelles, plus tard. » Ces mots étaient les pics solides qui émergeaient au-dessus d'un murmure inaudible. L'interrupteur s'inclina, sourit, caressa sa barbe et retomba sur sa chaise. Waldron, très rouge, poursuivit ses observations. De temps à autre, quand il se livrait à une affirmation, il lançait un regard venimeux à son contradicteur, qui semblait sommeiller lourdement, avec le même large sourire béat sur son visage. Enfin, la conférence prit fin. Je suppose que la conclusion fut légèrement précipitée, car la péroraison manqua de tenue et de logique. Le fil de l'argumentation avait été brutalement cassé. L'assistance demeura dans l'expectative. Waldron se rassit, le président émit un gazouillement, sur quoi le professeur Challenger se leva et s'avança à l'angle de l'estrade. Animé par mon zèle professionnel, je pris son discours en sténo. « Mesdames et messieurs, commença-t-il. « Pardon. Mesdames, messieurs, mes enfants, je m'excuse. J'avais oublié par inadvertance une partie considérable de cette assistance. » Tumulte pendant lequel le professeur demeura une main en l'air et la tête penchée avec sympathie. On aurait dit qu'il allait bénir la foule. « J'ai été désigné pour mettre aux voix une adresse de remerciement à M. Waldron pour le message très imagé et très bien imaginé que vous venez d'entendre. Sur certains points, je suis en désaccord avec lui, et mon devoir me commandait de le dire au fur et à mesure qu'il défilait. Mais, néanmoins, M. Waldron a bien atteint son but. Ce but étant de nous faire connaître d'une manière simple et intéressante sa conception personnelle de l'histoire de notre planète. Les conférences populaires sont ce qu'il y a de plus facile à écouter, mais M. Waldron... » Ici, il darda un regard pétillant en direction du conférencier. « M'excusera si j'affirme que toutes nécessités, elles, sont à la fois superficielles et fallacieuses, puisqu'elles doivent se placer à la portée d'un auditoire ignorant. » Applaudissements ironiques. « Les conférenciers populaires sont par nature des parasites. » Furieuse dénégation de M. Waldron. Ils exploitent, pour se faire une renommée ou pour gagner de l'argent, le travail qui a été accompli par leurs frères pauvres et inconnus. Le plus petit fait nouveau obtenu en laboratoire, une brique supplémentaire apportée pour l'édification du temple de la science, a beaucoup plus d'importance que n'importe quel exposé de seconde main qui fait certes passer 1 heure, mais qui ne laisse derrière lui aucun résultat utile. J'exprime cette réflexion qui est l'évidence même, pas du tout mue par le désir de dénigrer M. Waldron personnellement, mais afin que vous ne perdiez pas le sens des proportions et que vous ne preniez pas l'enfant de cœur pour le grand prêtre. » À cet endroit, M. Waldron chuchota quelques mots au président qui se leva à demi et s'adressa avec sévérité à la carafe. « Mais assez là-dessus. » Vifs applaudissements prolongés. Abordons un sujet d'un intérêt plus vaste.
Quel est le point particulier sur lequel, moi, chercheur depuis toujours, j'ai défié l'habileté de votre conférencier? Sur la permanence de certains types de la vie animale sur Terre. Je ne parle pas sur ce sujet en amateur, non plus, ajouterai-je, en conférencier populaire. Je parle comme quelqu'un dont la conscience scientifique lui impose de coller aux faits. En cette qualité, je déclare que M. Waldron commet une grosse erreur lorsqu'il suppose, parce qu'il n'a jamais vu de ses propres yeux ce qu'on appelle un animal préhistorique, que ce genre de créatures n'existe plus. Ils sont en fait, ainsi qu'il l'a dit, nos ancêtres, mais ils sont, si j'ose ainsi m'exprimer, nos ancêtres contemporains, que n'importe qui peut encore rencontrer avec toutes leurs caractéristiques hideuses et formidables, à condition d'avoir l'énergie et la hardiesse de les chercher dans leurs repères. Des créatures que l'on suppose être jurassiques, des monstres qui chasseraient et dévoreraient nos plus gros et nos plus féroces mammifères existent encore. Cris de « Idiot, prouvez-le, comment le savez-vous? À démontrer !» Comment est-ce que je sais, me demandez-vous? Je le sais parce que j'en ai vu quelques-uns. Applaudissements, vacarme et une voix. Menteur! Suis-je un menteur? Chaleureux et bruyant assentiment général. Ai-je bien entendu quelqu'un me traiter de menteur? La personne qui m'a traité de menteur aurait-elle l'obligeance de se lever pour que je puisse faire sa connaissance? Une voix. La voici, monsieur. Et un petit bonhomme inoffensif à lunettes, se débattant désespérément, fut hissé par-dessus un groupe d'étudiants. « C'est vous qui vous êtes aventuré à me traiter de menteur. »« Non, monsieur, non !» cria l'accusé, qui disparut comme un diable dans sa boîte. « Si dans la salle il se trouve quelqu'un qui doute de ma sincérité, je serai très heureux de lui dire 2 mots après la conférence. » Menteur! Qui a dit cela? De nouveau, le bonhomme inoffensif fut levé à bout de bras alors qu'il tentait de plonger, épouvanté dans la foule. Si je descends parmi vous... Chœur général. Viens, Poupoule, viens! La séance fut interrompue pendant quelques minutes. Le président, debout et agitant ses bras, semblait conduire un orchestre. Le professeur, écarlate, avec ses narines dilatées et sa barbe hérissée, allait visiblement donner libre cours à son humeur de dogue. Toutes les grandes découvertes ont été accueillies par la même incrédulité. Quand de grands faits vous sont exposés, vous n'avez pas l'intuition ni l'imagination qui vous aideraient à les comprendre. Vous êtes tout juste bon à jeter de la boue aux hommes qui risquent leur vie pour ouvrir de nouvelles avenues à la science. Vous persécutez les prophètes, Galilée, Darwin et moi. Acclamation prolongée et interruption complète du débat. Tout ceci est tiré des notes prises sur le moment, mais elles rendent compte très imparfaitement du chaos absolu qui régna alors. Le vacarme était si effrayant que plusieurs dames avaient déjà opéré une prudente retraite. Des hommes d'âge grave et plein d'onction criaient plus fort que les étudiants. Je vis des vieillards chenus, à la barbe blanche, menacer du poing le professeur impavide. L'assistance était en ébullition. Le professeur fit un pas en avant et leva les 2 mains. Dans cet homme, il y avait quelque chose de si fort, de si imposant, de si viril, que les cris s'éteignirent. Son attitude de chef, ses yeux dominateurs imposèrent le silence. Il paraissait avoir une communication précise à faire. Ils se turent pour l'écouter. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, dit-il. À quoi bon? La vérité est la vérité, et rien ne la changera. Même pas le chahut de plusieurs jeunes imbéciles, et pas non plus celui de leurs aînés, apparemment aussi stupides. Je proclame que j'ai ouvert à la science une avenue nouvelle. Vous le contestez. Acclamation. Dans ces conditions, je vous mets à l'épreuve. Voulez-vous accréditer l'un de vous, ou 2, ou 3, qui vous représenteront et qui vérifieront en votre nom mes déclarations? M. Summerlee, le vieux maître de l'anatomie comparée, se leva.
C'était un homme grand, mince, glacial. Il ressemblait à un théologien. Il déclara qu'il voulait demander au professeur si les résultats auxquels il avait fait allusion dans ses observations avaient été obtenus au cours d'un voyage datant de 2 ans vers les sources de l'Amazone. Le professeur Challenger répondit par l'affirmative. M. Summerlee exprima le désir de savoir comment il se faisait que le professeur Challenger revendiquait des découvertes dans ces régions qui avaient été explorées par Wallace, Bates et bien d'autres dont la réputation scientifique était solidement établie. Le professeur Challenger répondit que M. Summerlee confondait sans doute l'Amazone avec la Tamise, que l'Amazone était un fleuve beaucoup plus important, que M. Summerlee pourrait être intéressé par le fait qu'avec l'Orénoque qui communique avec l'Amazone, 80 000 km² s'offraient aux recherches et que dans un espace aussi vaste, il n'était pas surprenant que quelqu'un eût pu découvrir ce qui avait échappé à d'autres. Avec un sourire acide, M. Summerlee déclara qu'il appréciait pleinement la différence entre la Tamise et l'Amazone, différence qu'il analysa ainsi. Toute affirmation quant à la Tamise peut être vérifiée facilement, ce qui n'est pas le cas pour l'Amazone. Il serait reconnaissant au professeur Challenger de lui communiquer la latitude et la longitude de la région où des animaux préhistoriques pourraient être découverts. Le professeur Challenger répliqua qu'il avait de bonnes raisons personnelles pour ne pas les divulguer à la légère, mais qu'il serait disposé à les révéler moyennant quelques précautions à un comité choisi dans l'assistance. M. Summerlee accepterait-il de faire partie du comité et de vérifier ses dires en personne? M. Summerlee. Oui, j'accepte. Longues acclamations. Le professeur Challenger dit alors: Je vous garantis que je vous fournirai tous les moyens pour que vous trouviez votre chemin. Il n'est que juste, cependant, que, puisque M. Summerlee va vérifier mes déclarations, d'autres personnes l'accompagnent, ne serait-ce que pour contrôler sa vérification. Je ne vous dissimulerai pas que vous rencontrerez des difficultés et des dangers. M. Summerlee aurait besoin d'un compagnon plus jeune. Puis-je demander s'il y aurait des volontaires parmi vous ? C'est ainsi que se déclenche dans la vie d'un homme une crise capitale. Aurais-je pu imaginer, en entrant dans cette salle, que j'allais me lancer dans une aventure que mes rêves n'avaient même pas envisagée? Mais Gladys, n'était-ce pas là l'occasion, la chance dont elle m'avait parlé? Gladys m'aurait dit de partir. Je me levai, je me mis à hurler mon nom. Tarp Henry, mon camarade, me tirait par le pan de ma veste, et je l'entendais me chuchoter: « Asseyez-vous, Malone, ne vous conduisez pas publiquement comme un âne !» Mais en même temps, je remarquai qu'à quelques rangs devant moi, quelqu'un s'était levé. Grand, mince, avec des cheveux roux foncés, il se tourna pour me lancer un regard furieux, mais je ne cédai pas. « Je suis volontaire, monsieur le président, je suis volontaire !» Je le répétai jusqu'à ce que je me fisse entendre. « Le nom !» scanda l'assistance. « Je m'appelle Edward Dunn Malone, je suis journaliste à la Daily Gazette. Je jure que je serai un témoin absolument impartial. »« Comment vous appelez-vous, monsieur ?» demanda le président à mon rival. « Je suis Lord John Roxton. J'ai déjà remonté l'Amazone, je connais le pays. Pour cette enquête, j'ai des titres particuliers. » La réputation de Lord John Roxton en tant que sportif et voyageur est naturellement célèbre de par le monde, dit le président. Mais d'autre part, il serait bon qu'un membre de la presse participe à cette expédition. Dans ces conditions, je propose, dit le professeur Challenger, que ces 2 gentlemen soient désignés comme les délégués de l'assistance pour accompagner le professeur Summerlee dans un voyage dont le but est, je le répète, d'enquêter sur la véracité de mes déclarations et de déposer un rapport concluant. Voilà comment, sous les cris et les ovations, se décida notre destin. Puis je me trouvai projeté dans le flot humain qui se dirigeait vers la porte. J'étais tout étourdi par les perspectives qui s'ouvraient devant moi. Quand je sortis de la salle, je pris conscience d'une charge d'étudiants hilars dévalant la chaussée et d'un très lourd parapluie qu'un bras vigoureux abattait sur leur tête. Enfin, salué par des huées et des applaudissements, le landau électrique du professeur Challenger démarra du trottoir. J'arrivai dans Regent Street, le cœur plein de Gladys et le crâne en compote. Soudain, quelqu'un me toucha le bras. Je me retournai, c'était mon futur associé,
Lord John Roxton. « Monsieur Malone, je crois. Nous allons être des camarades de route, hein? J'habite de l'autre côté de la rue, à l'Albany. Auriez-vous l'amabilité de me consacrer une demi-heure, car il y a une ou deux choses que j'ai grand besoin de vous dire. » Chapitre 6. J'étais le fléau du Seigneur. Ensemble, Lord John Roxton et moi, nous descendîmes Vigo Street, et nous franchîmes le portique défraîchi qui abritait une célèbre colonie d'aristocrates. À l'extrémité d'un long couloir, mon futur compagnon ouvrit une porte et tourna un commutateur. Plusieurs lampes, sous des abat-jours colorés, baignèrent d'une lumière rougeâtre la grande pièce dans laquelle il me poussa. Dès le seuil, j'eus une impression extraordinaire de confort, d'élégance, de virilité. C'était l'appartement d'un homme doué d'autant de goût que de fortune, et d'une insouciance de célibataire. De riches fourrures et d'étranges nattes achetées dans des bazars de l'Orient tapissaient le plancher. Des tableaux et des gravures étaient accrochés au mur. Ma compétence artistique était médiocre, mais je n'eus pas de mal à deviner qu'il s'agissait là d'objets rares et d'un grand prix. Des croquis de boxeurs, de danseuses, de chevaux de course s'interposaient entre un fragonard sensuel, un girodet martial et un Turner à faire rêver. Mais répartis un peu partout, de nombreux trophées rappelaient que Lord John Roxton était l'un des athlètes complets de notre époque. Une rame bleu foncé croisée avec un aviron rouge évoquait des joutes universitaires. Au-dessus et en dessous, des fleurets et des gants de boxe témoignaient que cet homme avait conquis la suprématie en escrime et dans le noble art. En guise de lambris autour de la pièce, seillaient des têtes de bêtes sauvages, les plus beaux spécimens du monde. Les dominants de sa majesté incontestable, le rarissime rhinocéros blanc de l'enclave de Lado, laissait pendre une lippe dédaigneuse. Au centre du chaud tapis rouge, il y avait une table Louis XV, noire et or, merveilleusement d'époque, mais ô sacrilège, souillée par des marques de verre et des brûlures de cigarettes. Elle supportait un plateau d'argent garni de délices pour fumeurs, ainsi qu'un coffret à liqueur. Mon hôte commença par remplir 2 verres, puis il m'indiqua un fauteuil, plaça à ma portée le rafraîchissement qu'il m'avait préparé et me tendit un long Havane blond. Il s'assit en face de moi pour me regarder longtemps, fixement, avec des yeux étranges, pétillants, hardis, des yeux dont la froide lumière bleue rappelait l'eau d'un lac de montagne. À travers la brume fine de ma fumée, j'observais parallèlement les détails d'une physionomie que de nombreuses photographies m'avaient déjà rendue familière. Le nez busqué, les joues creuses, les cheveux foncés tirant sur le roux, le sommet de la tête dégarni, les moustaches frisées et la petite barbiche agressive terminant un menton volontaire. Il y avait en lui du Napoléon III et du Don Quichotte, mais aussi quelque chose de particulier aux gentilshommes campagnards d'Angleterre. Cet air ouvert, alerte et vif qu'a l'amoureux des chiens et des chevaux. Sa peau était teintée de tous les hâles du soleil et du vent. Il avait des sourcils très touffus qui lui retombaient sur les yeux. Son regard naturellement froid acquérait de ce fait un semblant de férocité que renforçait encore une arcade sourcilière accusée. De silhouette, il était sec, mais fortement charpenté. En réalité, il avait fréquemment administré la preuve que peu d'hommes en Angleterre possédaient son endurance. Sa taille dépassait 1,80 m, mais ses épaules curieusement arrondies le rapetissaient. Tel était l'aspect physique du fameux Lord John Roxton, qui tirait fort sur son cigare tout en m'observant dans un silence aussi prolongé qu'embarrassant. « Bon, dit-il enfin, les dés sont jetés, n'est-ce pas, jeune bébé ? Oui, nous avons fait le saut, vous et moi. Je suppose que, avant d'entrer dans cette salle, vous n'en aviez pas la moindre idée, hein ? Pas la moindre. Moi non plus, pas la moindre. Et nous voici pourtant engagés jusqu'au cou dans cette affaire. Moi, il n'y a pas plus de 3 semaines que je suis rentré de l'Ouganda. Je cherche un coin en Écosse, je signe le bail et voilà. Ça va vite, hein ? Et vous, qu'est-ce qui vous a pris ?
Eh bien, c'est dans la droite ligne de mon travail, je suis journaliste à la Gazette. Oui, vous l'avez dit dans la salle. Dites, j'ai un petit truc pour vous, si vous voulez m'aider. Avec plaisir. Un risque, ça vous est égal, hein? De quel risque s'agit-il? De Ballinger. C'est lui, le risque. Vous avez entendu parler de lui? Non. Ma parole, bébé, où avez-vous vécu? Sir John Ballinger est le champion des gentlemen jockeys du Nord. Dans ma meilleure forme, je peux lui tenir tête sur le plat. Mais sur les obstacles, il est imbattable. Cela dit, tout le monde sait que lorsqu'il ne s'entraîne pas, il boit sec. Il appelle ça établir une moyenne. Mardi, il a fait une crise de délirium. Depuis, il est devenu fou furieux. Il habite la chambre au-dessus de la mienne. Le docteur dit que ce pauvre vieux est perdu s'il ne prend pas un peu de nourriture solide. Mais voilà, il est couché avec un revolver sous sa couverture et il jure qu'il mettra 6 balles dans la peau du premier qui l'approchera. Du coup, il y a eu un début de grève dans le personnel. Il est tout ce que vous voudrez, mais il est aussi un gagnant du Grand National. On ne peut pas laisser mourir comme cela un gagnant du Grand National, hein? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Eh bien, mon idée était que vous et moi, nous y allions. Peut-être sommeille-t-il. Au pire, il en tuera un, mais pas deux. Le survivant le maîtrisera. Si nous pouvions immobiliser ses bras avec le traversin ou je ne sais quoi, puis actionner une pompe stomacale, nous offririons à ce pauvre vieux le souper de sa vie. Je ne suis pas spécialement brave. Mon imagination irlandaise s'échauffe facilement devant l'inconnu et le neuf, et elle les rend plus terribles qu'ils ne le sont en réalité. Mais d'autre part, j'ai été élevé dans l'horreur de la lâcheté, et dans la terreur d'en révéler le moindre signe. J'ose dire que je pourrais me jeter dans un précipice comme le 1 des livres d'histoire si mon courage était mis en doute. Et cependant, ce serait plutôt l'orgueil et la peur que le courage lui-même qui m'inspireraient en l'occurrence. C'est pourquoi, et bien que les nerfs de tout mon corps se fussent rétrécis à la pensée du sauvage ivrogne du dessus, je répondis d'une voix insouciante que j'étais prêt à monter. Une remarque que Lord Roxton, sur le danger à courir, me chatouilla désagréablement. « Parler n'arrangera rien, dis-je. Allons-y. » Je me levai de mon fauteuil et lui du sien. Alors, en réprimant un petit gloussement de satisfaction, il me tapa 2 ou 3 fois sur la poitrine, et finalement me repoussa dans mon siège. « Ça va, bébé, vous ferez l'affaire, me dit-il. » Je le regardai avec étonnement. Je me suis occupé moi-même de John Ballinger ce matin. Il a troué une manche de mon kimono, que Dieu lui pardonne, mais nous lui avons passé la camisole de force, et dans 1 semaine, il sera rétabli. Dites, bébé, j'espère que vous ne m'en voulez pas, hein? Comprenez, de vous à moi, je considère cette affaire de l'Amérique du Sud comme une chose formidablement sérieuse. Et si j'ai quelqu'un avec moi, je veux qu'il soit homme sur qui je puisse compter. Alors je vous ai tendu un piège. Vous vous en êtes admirablement tiré, bravo! Vous voyez, nous serons seuls, vous et moi, car ce vieux Summerlee aura besoin d'une nourrice sèche dès le départ. Par ailleurs, ne seriez-vous pas par hasard le Malone qui a de grandes chances d'être sélectionné dans l'équipe de rugby d'Irlande? Comme remplaçant, peut-être. Je me disais que je vous avais déjà vu quelque part. J'y suis. J'étais là quand vous avez marqué cet essai contre Richmond. La plus belle course en crochet que j'ai vue de la saison. Je ne manque jamais un match de rugby quand je suis en Angleterre, car c'est le sport le plus viril. Bien. Enfin, je ne vous ai pas fait venir ici pour que nous parlions sport. Nous avons à régler notre affaire. Sur la première page du Times, l'horaire des bateaux est publié. En voici un pour Para, le mercredi de la semaine prochaine. Si le professeur et vous étiez d'accord, nous embarquerions sur celui-là, hein? Bon, je m'en arrangerai avec lui. Votre équipement, maintenant. Mon journal y pourvoira. Êtes-vous bon tireur? Comme un territorial moyen. Seigneur, pas meilleur. Dire que c'est la dernière chose que vous, jeune bébé, songez à apprendre. Vous êtes des abeilles sans aiguillon, tout juste bon à regarder si la ruche ne s'en va pas. Mais vous aurez bonne mine le jour où quelqu'un viendra voler votre miel. Dans l'Amérique du Sud, vous aurez besoin de bien manier votre fusil, car à moins que notre ami le professeur soit un fou ou un menteur, nous pourrions voir des choses étranges avant de rentrer. Quel fusil connaissez-vous ? Il se dirigea vers une armoire de chêne, l'ouvrit,
et j'aperçus à l'intérieur des canons de fusil étincelants, rangés comme des tuyaux d'orgue. « Je cherche ce que je pourrais vous confier de ma collection personnelle. » Il sortit les uns après les autres de très beaux fusils. Il en fit jouer la culasse, puis il les replaça sur leur râtelier en les caressant aussi tendrement qu'une mère ses enfants. « Voici un Bland, me dit-il. C'est avec lui que j'ai descendu le gros type que vous voyez là. » Son doigt me désigna le rhinocéros blanc. 10 mètres de plus, et c'était lui qui m'avait dans sa collection. De cette balle conique dépend sa chance, le juste avantage du faible. J'espère que vous connaissez votre Gordon, car il est le poète du cheval et du fusil, et il tâte des deux. Maintenant voici un instrument banal, vue télescopique, double éjecteur, tir sans correction jusqu'à 350 mètres, c'est le fusil dont je me suis servi contre les tyrans du Pérou, il y a 3 ans. J'étais le fléau du Seigneur dans quelques coins, si j'ose dire. Et pourtant, vous n'en lirez rien dans aucun livre bleu. Certains jours, bébé, on doit se dresser pour le droit et la justice, faute de quoi on ne se sent pas propre. Voilà pourquoi j'ai eu quelques aventures personnelles, décidées par moi, courues par moi, terminées par moi. Chacune de ces encoches représente un mort. Une belle rangée, hein? Cette grosse-là est pour Pedro Lopez, le roi de tous. Je l'ai tué dans un bras du Putumayo. Voici quelque chose qui est très bien pour vous. Il s'empara d'un magnifique fusil brun et argent. Bonne détente, visée correcte, 5 cartouches dans le chargeur, vous ferez de vieux os avec lui. Il me le tendit et referma la porte de l'armoire de chêne. « Au fait, me demanda-t-il, qu'est-ce que vous savez du professeur Challenger ?» Je ne l'avais jamais vu avant aujourd'hui. « Moi non plus. C'est tout de même amusant de penser que nous allons nous embarquer tous les deux sous les ordres scellés d'un homme que nous ne connaissons pas. Il me fait l'impression d'un vieil oiseau arrogant. Ses frères de science n'ont pas l'air de l'aimer beaucoup. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à cette affaire ?» Je lui narrai brièvement mes expériences de la matinée, qu'il écouta avec une intense attention. Puis il sortit une carte de l'Amérique du Sud et l'étala sur la table. « Je crois que tout ce qu'il vous a dit est vrai, fit-il avec chaleur. Et ne vous en déplaise, si je parle comme cela, c'est que j'ai de bonnes raisons pour le faire. L'Amérique du Sud, voilà un continent que j'adore. Si vous la prenez en ligne droite, de Darien à Fuego, c'est la terre la plus merveilleuse, la plus grandiose, la plus riche de la planète. Les gens d'ici ne la connaissent pas encore, et ils ne réalisent guère ce qu'elle peut devenir. J'y suis allé, j'en suis revenu. Entre-temps, j'y ai passé 2 saisons sèches, comme je vous l'ai dit quand j'ai parlé de ma guerre aux marchands d'esclaves. Eh bien, quand j'étais là-bas, j'ai entendu des histoires analogues. Rabâchage d'Indiens, je veux bien. Mais tout de même, il y a de quoi les étayer. Plus on avance dans la connaissance de ce pays, bébé, et plus on comprend que tout est possible. Tout. On peut traverser, et on traverse quelques bras étroits de rivière, hormis cela c'est le noir. Maintenant, là, dans le Mato Grosso, il promena son cigare sur une région de la carte. Ou ici, dans cet angle où 3 pays se rejoignent. Rien ne me surprendrait. Ce type l'a dit tout à l'heure, il y a des milliers de kilomètres de voies d'eau à travers une forêt à peu près aussi grande que l'Europe. Vous et moi, nous pourrions nous trouver aussi éloignés l'un de l'autre que d'Écosse à Constantinople, et cependant, nous serions tous deux ensemble dans la même grande forêt brésilienne. Au sein de ce labyrinthe, l'homme a juste fait une piste ici et une fouille là. Pourquoi quelque chose de neuf et de merveilleux ne s'y cacherait-il pas ? Et pourquoi ne serions-nous pas les hommes qui le découvrions ? Et puis, une joie illuminait son visage farouche quand il ajouta « Chaque kilomètre représente un risque sportif. Je suis comme une vieille balle de golf. Il y a longtemps que la peinture blanche s'en est allée. La vie peut m'infliger des coups, ils ne marqueront pas. Mais un risque sportif, bébé, voilà le sel de l'existence. C'est alors qu'il fait bon vivre. Nous sommes tous en train de devenir mous, épais, confits. Donnez-moi de vastes espaces avec un fusil et l'espoir de découvrir quelque chose qui en vaille la peine. J'ai tout essayé, la guerre, les steeplechase, l'avion, mais cette chasse à des bêtes sauvages qui semblent sorties d'un rêve après un trop bon déjeuner, voilà une sensation nouvelle. Il jubilait.
Peut-être me suis-je trop étendu sur cette nouvelle amitié, mais quoi, Lord John Roxton n'allait-il pas être mon compagnon pour une longue aventure ? J'ai essayé de le dépeindre tel que je l'ai vu pour la première fois, sans altérer sa personnalité pittoresque et sa bizarre façon de penser et de parler. Ce fut uniquement la nécessité où je me trouvais de faire le compte-rendu de la réunion qui m'obligea, vers minuit, à lui fausser compagnie. Je le laissai assis sous sa lumière rougeâtre. Il s'était mis à huiler son fusil préféré tout en continuant de glousser de joie devant les aventures qui nous attendaient. Pour moi, il était en tout cas clair que si des dangers surgissaient sur notre route, je ne trouverais pas dans toute l'Angleterre pour les partager une tête plus froide et un cœur plus brave. Mais j'avais beau être éreinté par cette journée merveilleuse, il fallait que je visse McArdle, mon rédacteur en chef. Je m'assis en face de lui et j'entrepris de lui expliquer toute l'affaire. Il eut le bon goût de la juger suffisamment importante pour la transmettre dès le lendemain matin à notre directeur, Sir George Beaumont. Il fut convenu que je rendrais compte de mes aventures sous forme de lettres successives à McArdle, et qu'elles seraient publiées dans la Gazette dans l'ordre de leur arrivée ou conservées à des fins de publication ultérieures, selon ce qu'en déciderait le professeur Challenger, car nous ignorions encore les conditions qu'il pourrait insérer dans le pli qui nous guiderait vers cette terre inconnue. Un coup de téléphone n'amena rien d'autre qu'une fulminante explosion contre la presse, avec toutefois cette conclusion que si nous lui indiquions notre bateau, il nous donnerait toute indication utile juste avant le lever de l'ancre. Une deuxième question que nous lui posâmes obtint pour toute réponse un bêlement plaintif de sa femme. Le professeur était de très mauvaise humeur, et elle espérait que nous ne ferions rien pour aggraver sa violence. Une troisième tentative le lendemain déclencha un fracas épouvantable, plus une communication de la poste qui nous informa que l'appareil téléphonique du professeur Challenger était en miettes. Aussi interrompîmes-nous nos essais d'entrer avec lui en relation plus suivie. Et maintenant, lecteur qui m'avait témoigné beaucoup de patience, je ne m'adresserai plus directement à vous. À partir de cet instant solennel et jusqu'à nouvel ordre, en admettant que la suite de ce récit vous parvienne, je vous parlerai par l'intermédiaire du journal que je représente. J'abandonne aux mains de mon rédacteur en chef le compte-rendu des événements qui ont précédé l'une des plus remarquables expéditions de tous les temps. Ainsi, si je ne reviens jamais en Angleterre, il subsistera au moins un témoignage sur l'origine et les tenants de cette affaire. J'écris ces dernières lignes dans le salon du paquebot Francisco, et le bateau-pilote le transmettra aux bons soins de M. McArdle. Avant que je ferme ce cahier, permettez-moi de peindre un ultime tableau. Un tableau qui sera le suprême souvenir de la vieille patrie que j'emporte dans mon cœur. La matinée est brumeuse, humide, une matinée de ce dernier printemps. Il tombe une pluie fine et froide. 3 silhouettes vêtues d'imperméables ruisselants descendent sur le quai et se dirigent vers l'appontement réservé au grand paquebot sur lequel flotte le pavillon de partance. Les précédents, un porteur pousse un chariot où sont empilés des malles, des couvertures, des caisses de fusils. Le professeur Summerlee, aussi long que mélancolique, traîne les pieds et baisse la tête. Il a l'air d'avoir honte de lui. Lord John Roxton marche allègrement. Son profil aigu et ardent se dessine bien entre son manteau de chasse et son chapeau de laine. Quant à moi, je me réjouis que soient à présent derrière nous les journées épuisantes des préparatifs et les angoisses de l'adieu. Sans aucun doute, tout mon comportement l'exprime. Au moment précis où nous embarquons, nous entendons un cri sur le quai. C'est le professeur Challenger. Il avait promis d'assister à notre départ. Le voici qui court pour nous parler, bouffi, congestionné, irascible. « Non merci, déclare-t-il. Je préfère ne pas monter à bord. J'ai simplement quelques mots à vous dire et ils peuvent très bien être dits de là où je suis. Je vous prie de ne pas croire que je me sens votre débiteur pour le voyage que vous entreprenez. Je voudrais vous faire comprendre que l'affaire m'indiffère complètement et que je me refuse à toute reconnaissance personnelle. La vérité est la vérité, et votre rapport ne l'affectera en rien, quelles que soient les émotions et la curiosité qu'il puisse soulever chez des gens sans importance.
Mes directives, pour votre information et pour votre route, sont contenues dans cette enveloppe cachetée. Vous l'ouvrirez lorsque vous aurez atteint sur l'Amazone une ville qui s'appelle Manaus, mais pas avant le jour et l'heure indiqués à l'extérieur de l'enveloppe. Me suis-je exprimé assez clairement? Je confie à votre honneur le soin d'observer strictement ces conditions. Non, monsieur Malone, je n'apporte aucune restriction à votre reportage, puisque la publication des faits est l'objet même de votre voyage. Mais je vous demande de garder secret le lieu de votre destination exacte, et de ne rien publier avant votre retour. Bonsoir, monsieur. Vous avez fait quelque chose qui mitige mes sentiments à l'égard de cette profession répugnante dont vous faites malheureusement partie. Bonsoir, Lord John. Si je comprends bien, la science est pour vous un livre non coupé. Mais soyez heureux, de merveilleux tableaux de chasse vous attendent. Sans aucun doute, vous aurez l'occasion de décrire dans Le Chasseur anglais comment vous avez tiré le dimorphodon plus rapide que l'éclair. Et à vous aussi, bonsoir, professeur Summerlee. Si vous êtes capable de vous perfectionner, ce que très sincèrement je ne crois pas, vous nous reviendrez plus intelligent. Là-dessus, il tourna les talons, et, du pont, je pus voir 1 minute plus tard sa silhouette courte et ramassée s'agitant sur le chemin de la gare. Voilà. À présent, nous descendons le Chanel. La cloche sonne une dernière fois pour les lettres. C'est notre au revoir au bateau pilote. Que Dieu bénisse tout ce que nous laissons derrière nous et nous ramène sains et saufs. Chapitre 7. Demain, nous disparaissons dans l'inconnu. Je n'ennuierai pas mes lecteurs éventuels par le récit de notre voyage à bord du luxueux paquebot de la ligne Booth, et je ne dirai rien de notre séjour d'1 semaine à Para, sinon que je garde toute ma reconnaissance à la compagnie Pereira da Pinta qui nous facilita grandement les choses pour notre équipement. Je serai également bref quant à notre randonnée sur le fleuve que nous avons commencé à remonter dans un bateau à vapeur beaucoup plus petit que celui qui nous avait fait traverser l'Atlantique. L'eau s'étendait à perte de vue, avec un débit lent et une teinte argileuse. Nous finîmes par arriver à la ville de Manaus, après avoir traversé les passes des Óbidos. Grâce à M. Shortman, représentant de la British and Brazilian Trading Company, nous échappâmes aux attractions réduites de l'hôtel local. Nous séjournâmes chez lui, dans sa fazenda très hospitalière, jusqu'au jour que le professeur Challenger avait fixé pour que nous puissions prendre connaissance de ses instructions. Mais avant de relater les événements surprenants qui eurent lieu à cette date, je désirerais présenter plus clairement mes compagnons et les associés que nous avions déjà réunis dans l'Amérique du Sud. Je vais m'exprimer en toute franchise et je vous laisse libre d'user de mon matériel comme vous l'entendez, monsieur McArdle, puisque c'est entre vos mains que doit passer ce compte-rendu avant qu'il atteigne le public. Les connaissances scientifiques du professeur Summerlee sont trop connues pour que j'aie à les récapituler ici. Mais il se révèle plus apte à une rude expédition comme celle-ci qu'on ne l'imaginerait à première vue. Grand, sec, tout en fibres, il est imperméable à la fatigue. D'autre part, la causticité de son esprit et ses manières sarcastiques, parfois et souvent déplaisantes, ne se laissent pas influencer par la moindre considération extérieure. Bien qu'il soit âgé de 65 ans, je ne l'ai jamais entendu exprimer du mécontentement quand des privations ou des épreuves inattendues se présentaient. J'avais cru que sa participation à cette expédition représenterait une charge, mais je suis aujourd'hui convaincu que ses facultés d'endurance sont aussi grandes que les miennes. Son tempérament le porte naturellement à l'acidité et au scepticisme. Depuis le premier jour, il n'a jamais dissimulé son sentiment que le professeur Challenger était un truqueur, que nous étions tous embarqués pour une absurde chasse aux canards sauvages et que nous ne rapporterions d'Amérique du Sud rien d'autre que des déceptions et des fièvres, ainsi que du ridicule. Tel fut le point de vue qu'il nous exposa, tout en crispant ses traits fragiles et en secouant son bouc. Nos oreilles en furent rebattues de Southampton à Manaus. Depuis notre débarquement, il s'est quelque peu consolé grâce à la beauté et à la variété des oiseaux et des insectes, car sa dévotion envers la science est d'une générosité absolue.
Il passe ses journées dans les bois, armé d'un fusil et d'un filet à papillons. Et il consacre toutes ses soirées à inventorier les nombreux spécimens qu'il s'est procurés. Parmi d'autres particularités mineures, notons qu'il est parfaitement indifférent à son aspect extérieur, pas très soigné de sa personne, excessivement distrait dans ses habitudes et adonné à une courte pipe de bruyère qui sort à peine de sa bouche. Dans sa jeunesse, il a participé à plusieurs expéditions scientifiques, notamment avec Robertson en Papouasie, et la vie de camp, le canoë, lui sont choses familières. Lord John Roxton a quelques points communs avec le professeur Summerlee, mais sur d'autres, il s'oppose autant qu'il est possible. Il a 20 ans de moins que lui, il possède le même physique sec et décharné. Je ne reviens pas sur son aspect extérieur que j'ai décrit, je crois dans la partie du récit que j'ai laissée derrière moi à Londres. Il est très élégant, un peu guindé, il s'habille toujours avec le plus grand soin dans des costumes de coutil blanc, il porte des bottes brunes légères, au moins une fois par jour il se rase, comme la plupart des hommes d'action il parle laconiquement et s'enferme souvent dans ses pensées. Mais il est toujours prompt à répondre à une question ou à prendre part à une conversation sur un mode semi-humoristique, qui n'appartient qu'à lui. Sa connaissance du monde et surtout de l'Amérique du Sud est prodigieuse. Il croit dur comme fer aux possibilités de notre voyage, et sa foi n'est nullement ébranlée par les ricanements du professeur Summerlee. Sa voix est douce. Il se montre paisible, quoique derrière ses yeux bleus pétillants se cachent d'étonnantes capacités de colère furieuse et de volonté implacable, d'autant plus redoutables qu'il les subjugue. Il parle peu de ses propres exploits au Brésil et au Pérou, mais ce fut une véritable révélation pour moi de découvrir l'agitation que provoqua sa présence parmi les indigènes riverains. Ceux-ci le considéraient comme leur champion, leur protecteur. Les exploits du chef rouge, comme il l'appelait, étaient entrés dans leur légende, mais la réalité des faits, pour autant que j'ai pu m'en rendre compte, n'était pas moins surprenante. Les faits étaient ceux-ci. Il y a quelques années, Lord John Roxton s'était trouvé dans le No Man's Land situé entre les frontières mal définies du Pérou, du Brésil et de la Colombie. Dans cette vaste région, l'arbre à gomme vient bien, et il est devenu, comme au Congo, une malédiction pour les indigènes, contraints à des travaux forcés qui pourraient se comparer avec ceux qu'organisèrent les Espagnols dans les vieilles mines d'argent de Darien. Une poignée de métis infâmes tenait le pays en main, armait les Indiens qui leur étaient dévoués et soumettait le reste de la population à un dur esclavage. Ces métis ne reculaient devant rien, pas même devant les tortures les plus inhumaines pour obliger les indigènes à ramasser la gomme qui descendait ensuite le fleuve jusqu'à Para. Lord John Roxton recueillit les plaintes des victimes dont il se fit le porte-parole. En réponse, il n'obtint que des menaces et des insultes. Ce fut alors qu'il déclara formellement la guerre à Pedro Lopez, le chef des trafiquants d'esclaves. Il enrôla des esclaves qui s'étaient enfuis, les arma et conduisit toute une série d'opérations qui se termina par la mort de Pedro Lopez qu'il tua de ses propres mains, et par la fin du système que représentait ce scélérat. Rien d'étonnant par conséquent à ce que cet homme aux cheveux roux, à la voix douce et aux manières simples, suscita un vif intérêt sur les rives du grand fleuve sud-américain. Les sentiments qu'il inspirait étaient naturellement de deux sortes. La gratitude des indigènes était compensée par le ressentiment de ceux qui désiraient les exploiter. De son expérience, il avait tiré au moins un résultat utile. Il parlait couramment le lingua geral, qui est le dialecte un tiers portugais, deux tiers indien, que l'on entend dans tout le Brésil. J'ai déjà indiqué que Lord John Roxton était un passionné de l'Amérique du Sud. Il était incapable d'en discuter sans ardeur, et cette ardeur s'avérait contagieuse, car, ignorant comme je l'étais, mon attention et ma curiosité s'aiguisaient. Comme je voudrais pouvoir reproduire la fascination que dégageaient ces discours, il y mêlait la connaissance précise et l'imagination galopante qui m'enchantaient, et il parvenait même à effacer du visage du professeur Summerlee le sourire railleur qui y fleurissait habituellement. Il nous contait l'histoire du fleuve si rapidement exploré, car parmi les premiers conquérants du Pérou, certains avaient traversé le continent sur toute sa largeur en naviguant sur ses eaux.
et pourtant si peu connu proportionnellement à tout le pays qui s'étend indéfiniment de chaque côté de ses rivages. « Qu'y a-t-il là » s'écria-t-il en nous montrant le nord des bois. « Des marécages, une jungle impénétrable. Qui sait ce qu'elle peut abriter ? Et là, vers le sud, une sauvage étendue de forêts détrempées où l'homme blanc n'a jamais pénétré. De tous côtés, l'inconnu se dresse devant nous. En dehors des étroites passes des fleuves et des rivières, que sait-on du pays ? Qui peut faire la part du possible et de l'impossible ? Pourquoi ce vieux Challenger n'aurait-il pas raison ? Devant un défi aussi direct, le ricanement du professeur Summerlee réapparaissait. À l'abri d'un nuage compact de fumée de pipe, on apercevait une tête sardonique, secouée par des hochements de dénégation. En voilà assez, pour l'instant, au sujet de mes deux compagnons blancs. Leur caractère, leurs ressources s'affirmeront au cours de mon récit, et aussi mon tempérament à mes propres capacités. Mais nous avons en relais des gens qui joueront peut-être un grand rôle dans l'avenir. D'abord, un gigantesque noir, appelé Zambo, un Hercule, aussi plein de bonne volonté qu'un cheval et à peu près aussi intelligent. Nous l'engageâmes à Para sur la recommandation de la compagnie maritime. Il avait servi sur ces vapeurs où il avait appris un anglais hésitant. Ce fut également à Para que nous embauchâmes Gomez et Manuel, deux métis originaires du haut du fleuve et qui venaient de le descendre avec un chargement de bois. C'étaient deux gaillards au teint boucané, barbus et féroces, aussi actifs et nerveux que les panthères. Ils vivaient dans la région supérieure de l'Amazone que nous devions justement explorer, ce qui décida Lord John Roxton à les engager. L'un d'eux, Gomez, présentait cet avantage qu'il parlait un excellent anglais. Ces hommes devaient nous servir de serviteurs personnels. Ils rameraient, ils feraient la cuisine, ils nous rendraient tous les services que nous pouvions attendre d'une rémunération mensuelle de 15 $. De plus, nous enrôlâmes 3 Indiens Mojo de Bolivie, très habiles à la pêche et à la navigation. Leur chef fut baptisé par nous Mojo, d'après sa tribu, et les autres reçurent le nom de José et de Fernando. Donc, 3 blancs, 2 métis, 1 noir et 3 indiens constituaient le personnel de la petite expédition qui attendait à Manaus de connaître ses instructions avant de procéder à sa singulière enquête. Enfin, après une semaine pesante, le jour et l'heure convenus arrivèrent. Je vous prie de vous représenter le salon ombreux de la Fazenda Santa Ignacio à 3 km de Manaus, dans l'intérieur des terres. Dehors brille le soleil dans tout son éclat doré. Les ombres des palmiers sont aussi noires et nettes que les arbres mêmes. L'air est si calme, plein du sempiternel bourdonnement des insectes, chœur tropical qui s'étend sur plusieurs octaves depuis le profond vrombissement de l'abeille jusqu'au sifflement aigu du moustique. Au-delà de la véranda, il y a un petit jardin défriché, ceinturé par des haies de cactus et décoré de bosquets d'arbustes en fleurs. Tout autour de ceux-ci volent des papillons bleus. Les minuscules oiseaux-mouches battent des ailes et foncent comme des traînées lumineuses. Dans le salon, nous sommes assis devant une table de jonc, ou plutôt devant l'enveloppe cachetée qui y est posée. L'écriture en barbelé du professeur Challenger s'étale avec ces mots. Instruction pour Lord John Roxton et son groupe, à ouvrir à Manaus le 15 juillet à midi précis. Lord John avait placé sa montre sur la table à côté de lui. « Encore 7 minutes, dit-il. Ce cher vieux aime la précision. » Le professeur Summerlee eut un sourire acidulé. Il prit l'enveloppe. « Qu'est-ce que cela pourrait faire si nous l'ouvrions maintenant, et non dans 7 minutes ?» demanda-t-il. « Nous nous trouvons en face d'une nouvelle absurdité, du charlatanisme habituel pour lequel son auteur, je regrette de le dire, est réputé. »« Oh, voyons, nous devons jouer le jeu en nous conformant aux règles, » répondit Lord John. « Il s'agit d'une affaire particulière à ce vieux Challenger. Nous sommes ici par un effet de sa bonne volonté. Il serait désobligeant pour lui et pour nous de ne pas suivre ses instructions à la lettre. »« Une jolie affaire, oui, » s'exclama le professeur. « À Londres, elle m'avait frappé par son absurdité. Mais plus le temps s'écoule, plus cette absurdité me semble monumentale. J'ignore ce que contient cette enveloppe, mais si je n'y lis rien de précis, je serais fort tenté de prendre le prochain bateau et d'attraper le Bolivia à Para.
Après tout, j'ai mieux à faire que de courir le monde pour démentir les élucubrations d'un fou. Maintenant, Roxton, il est sûrement l'heure. « C'est l'heure, » répondit Lord John. « Vous pouvez siffler le coup d'envoi. » Il prit l'enveloppe et l'ouvrit avec son canif. Il tira une feuille de papier pliée. Avec précaution, il la déplia et l'étala sur la table. C'était une feuille blanche, vierge au recto comme au verso. Nous nous regardâmes en silence, consternés, jusqu'à ce que le professeur Summerlee éclatât d'un rire plein de dérision. « Ah, voilà un aveu complet !» s'écria-t-il. « Qu'est-ce que vous désirez de plus ? Ce bonhomme est un farceur, il en convient lui-même. Il ne nous reste plus qu'à rentrer chez nous et à dévoiler son imposture. » Et s'il s'était servi d'une encre invisible, hasardai-je. Je ne le pense pas, répondit Lord Roxton, qui éleva le papier à la lumière. Non, bébé, inutile de vous faire des illusions. Je mettrai ma tête à couper que rien n'a jamais été écrit sur cette feuille. Puis-je entrer ? Gronda une voix qui venait de la véranda. Dans un rayon de soleil s'était glissée une silhouette trapue. Cette voix, cette monstrueuse largeur d'épaule. Nous sautâmes sur nos pieds. Sous un chapeau de paille d'enfant orné d'un ruban multicolore, Challenger en personne. Il avait les mains dans les poches de sa veste et il exhibait d'élégants souliers en toile. Il rejeta la tête en arrière dans tout l'éclat de l'astre du jour. Il apportait le salut de sa barbe assyrienne, l'insolence de ses paupières lourdes et ses yeux implacables. « Je crains, dit-il en tirant sa montre, d'avoir quelques minutes de retard. Quand je vous ai remis cette enveloppe, je ne pensais pas, permettez-moi de l'avouer, que vous auriez à l'ouvrir. En effet, je voulais à toute force vous avoir rejoint avant l'heure convenue. Mon retard malencontreux est dû à un pilote maladroit et à un banc de sable inopportun. Aurais-je donné à mon collègue, le professeur Summerlee, l'occasion de blasphémer ? Je dois vous dire, monsieur, déclara Lord John avec une certaine dureté dans la voix, que votre arrivée nous est un véritable soulagement, car notre mission nous paraissait vouée à une fin prématurée. Même à présent, je ne puis concevoir pourquoi vous avez mené cette affaire d'une manière aussi extraordinaire. » Au lieu de répondre, le professeur Challenger entra dans le salon, serra les mains de Lord John et de moi-même, s'inclina avec une insolence relative devant le professeur Summerlee et sombra dans un fauteuil qui ploya sous son poids en gémissant. « Est-ce que tout est prêt pour le voyage ?» questionna-t-il. « Nous pouvons partir demain. »« Eh bien, vous partirez demain. Vous n'avez nul besoin de carte ni de directive maintenant, puisque vous avez l'inestimable avantage de m'avoir pour guide. Depuis le début, j'étais décidé à présider à votre enquête. Les cartes les plus complètes auraient été, et vous en conviendrez bientôt, de médiocres remplaçants de ma propre intelligence et de mes conseils. Quant à la petite ruse que je vous ai jouée avec l'enveloppe, il est évident que si je vous avais informé de toutes mes intentions, j'aurais été forcé de résister à vos instances importunes, car vous m'auriez supplié de voyager avec vous, n'est-ce pas ? « Oh, pas moi, monsieur, » s'exclama le professeur Summerlee. « Il n'y a pas qu'un bateau qui fait le service de l'Atlantique. » Challenger le balaya d'un revers de sa grande main velue. « Votre bon sens retiendra, j'en suis persuadé, mon objection et comprendra qu'il était préférable que je dirige vos propres mouvements et que j'apparaisse juste au moment où ma présence s'avère utile. Ce moment est arrivé. Vous êtes en de bonnes mains. Vous parviendrez au but. À partir de maintenant, c'est moi qui prends le commandement de l'expédition. Dans ces conditions, je vous demande d'achever vos préparatifs ce soir pour que nous puissions partir de bonne heure demain matin. Mon temps est précieux et le vôtre, quoique à un degré moindre, l'est sans doute aussi. Je vous propose donc que nous poussions en avant aussi rapidement que possible jusqu'à ce que je vous ai montré ce que vous êtes venu voir. » Lord John Roxton avait frété une grande embarcation à vapeur, la Esmeralda, qui devait nous permettre de remonter le fleuve. Par rapport au climat, l'époque que nous avions choisie importait peu, car la température oscille entre 25 et 32 degrés, hiver comme été. Il n'y a donc pas de différence extrême de chaleur, mais quant à l'humidité, les choses se présentent différemment.
De décembre à mai, c'est la saison des pluies. Pendant cette période, le fleuve grossit lentement jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau de 12 mètres au-dessus de son point le plus bas. Il inonde les rives, s'étend en grandes lagunes sur une distance formidable et constitue à lui seul un grand district dont le nom local est le Gapo. Dans sa majeure partie, il est trop marécageux pour la marche à pied et trop peu profond pour la navigation. Vers juin, les eaux commencent à décroître. Elles sont à leur plus bas vers octobre ou novembre. Notre expédition allait donc s'accomplir dans la saison sèche, lorsque le grand fleuve et ses affluents seraient dans des conditions plus ou moins normales. Le courant de l'Amazone est maigre. Aucun cours d'eau ne convient mieux à la navigation puisque le vent prédominant souffle sud-est et que les bateaux à voile peuvent progresser sans arrêt vers la frontière du Pérou en s'abandonnant au courant. Dans notre cas personnel, les excellents moteurs de la Esmeralda pouvaient dédaigner le flot lambin du courant et nous fîmes autant de progrès que si nous naviguions sur un lac stagnant. Pendant 3 jours, nous remontâmes nord-ouest un fleuve qui, à 1600 km de son embouchure, était encore si énorme qu'en son milieu, les rives n'apparaissaient que comme de simples ombres sur l'horizon lointain. Le 4e jour après notre départ de Manaus, nous nous engageâmes dans un affluent qui tout d'abord ne parut guère moins imposant que l'Amazone. Pourtant, il se rétrécit bientôt, et au bout de 2 autres journées de navigation, nous atteignîmes un village indien. Le professeur insista pour que nous débarquions et que nous renvoyions la Esmeralda à Manaus. Il expliqua que nous allions arriver à des rapides qui rendraient impossible son utilisation. Il ajouta que nous approchions du seuil du pays inconnu, et que moins nous mettrions d'hommes dans notre confidence, mieux cela vaudrait. Il nous fit tous jurer sur l'honneur que nous ne publierions ni ne dirions rien qui pourrait aider à déterminer les endroits que nous allions visiter. Les serviteurs durent aussi prêter serment. Voilà la raison pour laquelle je serai obligé de demeurer plus ou moins dans le vague. J'avertis par conséquent mes lecteurs que, dans les cartes ou plans que je pourrai joindre à ce récit, les distances entre les points indiqués seront exactes, mais les points cardinaux auront été soigneusement maquillés, de telle sorte que rien ne permettra à quiconque de se guider vers le pays de l'inconnu. Que les motifs du professeur Challenger fussent valables ou non, nous ne pouvions faire autrement que nous incliner, car il était disposé à abandonner toute l'expédition plutôt que de modifier les conditions dans lesquelles il avait décidé qu'elle serait accomplie. Le 2 août, nous rompîmes notre dernier lien avec le monde extérieur, en disant adieu à la Esmeralda. Depuis lors, 4 jours se sont écoulés. Nous avons loué aux Indiens 2 grands canoës fabriqués dans une substance si légère, des peaux sur un cadre de bambou, que nous devrions leur faire franchir n'importe quel obstacle. Nous les avons chargés de toutes nos affaires, et nous avons embauché 2 Indiens supplémentaires pour le travail de la navigation. Je crois que ce sont eux, Ataka et Ipetu, qui ont accompagné le professeur Challenger pendant son voyage précédent. Ils semblaient terrifiés à l'idée de récidiver, mais le chef de leur tribu dispose dans ce pays de pouvoirs patriarcaux, et s'il juge le salaire convenable, ces hommes n'ont plus grand-chose à objecter. Demain donc nous disparaissons dans l'inconnu. Je confie ce récit à un canoë qui va descendre la rivière. Peut-être sont-ce là mes derniers mots à ceux qui s'intéressent à notre destin. Conformément à nos conventions, c'est à vous que je les adresse, cher monsieur McArdle, et je laisse à votre discrétion le droit de détruire, modifier, corriger tout ce que vous voudrez. L'assurance du professeur Challenger est telle, en dépit du scepticisme persistant du professeur Summerlee, que je ne doute guère que notre leader nous prouve bientôt le bien fondé de ses affirmations. Oui, je crois que nous sommes réellement à la veille d'expériences sensationnelles.